Bienvenue sur ce premier meet-up pour le meet-up Python de façon remote, à distance. Bienvenue. Si vous avez du son, n'hésitez pas, enfin, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Alors, avec Zoom, en bas, vous avez un petit bouton converser pour du coup ouvrir le chat et vous pouvez envoyer soit à une certaine personne, soit à tout le monde vos messages. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a à dire de particulier? Comme d'habitude, c'est Meetup Python. Euh, Si vous avez des idées de thématiques à aborder ou pour présenter, n'hésitez pas à nous en faire part, soit par le chat, soit par mail, soit sur Meetup. Enfin, vous trouvez la façon dont vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, Yves? On va présenter Darko. C'est un meet-up de reprise, mais on espère qu'on pourra en faire un ou deux en présentiel d'ici la fin de l'année. Ouais, en septembre-octobre, on devrait peut-être pouvoir en faire en présentiel. Et si on peut Euh, pas en faire en présentiel, on en refera un ou deux comme ça avec Zoom. ouais, je pense qu'en faire genre toutes les 2 semaines avec Zoom, des petits trucs comme ça d'une demi-heure, des petits quickies ou des machins comme ça sur une Ouais. thématique, ça peut être sympa. Dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Et voilà, donc ce soir, c'est Darko qui présente. Darko est formateur Python, mais pas que. Mais moi, je le connais en tant que formateur Python parce que moi aussi, je suis formateur. Une fois, je suis rentré dans la mauvaise salle et c'était la sienne où il présentait. Euh, donc, euh, Darko est formateur Python depuis quelques temps. Ce soir, il va nous parler des nouveautés de Python 3.8 qui est sorti il y a déjà quelques temps, mais qu'on n'avait pas trop abordé. Ça, c'est bien. Donc on l'a jamais abordé même. Je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente un peu mieux que ce que je viens de faire et qu'il détaille un peu mieux son présentation. Donc, euh, euh, ben, euh, mais, vas-y Ben, Darko. à toi Darko. Et puis de toute façon, après la présentation, il y aura un échange avec des questions-réponses. Bien sûr. Merci. Merci de m'accueillir aussi. Et puis donc en fait, alors je dis merci de m'accueillir alors que c'est vrai que donc on se connaît un petit peu avec principalement avec Mathieu et donc un petit peu moins, mais avec qui on a échangé également. C'est vrai que là où je dis que je souhaitais aussi être un petit peu moteur pour relancer un petit peu ces meet-up à nouveau, c'est parce que en ce qui me concerne, donc je suis développeur depuis quand je regarde en fait mon CV depuis presque 20 ans maintenant, avec un passif dans d'autres technos en fait, du Perl, du Java principalement, des technos mobiles aussi. Du Python, ça fait une bonne dizaine d'années que justement c'est une techno que j'avais repris, donc parce qu'il y a une sollicitation finalement sur la techno. Je pense que si vous êtes ici, vous le savez bien. La formation, ça fait 4 ans que j'en fais, ouais, donc j'avais commencé à bien dérouler justement les programmes de formation. Et l'idée, c'est que voilà, moi, je suis juste un peu frustré de voir que, en me baladant même dans toute la France, en fait, de voir que Python et malheureusement les communautés sont pas super actives. Donc l'idée, c'était voilà, c'est d'essayer de redynamiser les communautés en ayant des présentations, de permettre du coup en fait aux gens d'essayer de se croiser un petit peu ici. Pour échanger, même sur des sujets aussi simples que ça. Donc autant démarrer par un truc tout simple. Donc les nouveautés de Python 3.8. Il n'y a rien de faramineux par rapport à des versions précédentes. Il y avait des trucs très intéressants vraiment en fait qu'on pourrait bien utiliser dans les versions précédentes. C'est vrai que la version 3.8 est un peu particulière parce que vous savez elle vient d'arriver, c'est la première version sans Guido en tant que BDFL. Donc il y a eu beaucoup de choses en fait il y a beaucoup de choses à côté justement pour mettre en place la gouvernance. Vous vous doutez bien au niveau de la fondation. Donc, c'est vrai que vous allez voir, les trucs que je vais vous présenter, en fait, qui sont vraiment exploitables par tout un chacun, en fait, en Python, sont pratiques sans être révolutionnaires. C'est vraiment ce truc-là. Donc, je voulais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on a. Alors, je vais vous partager un écran. Hop, du coup, là, c'est bon, ça doit le faire. Histoire de vous présenter globalement ce que je vais vous présenter donc dans ces nouveautés de Python 3.8. Vous devez avoir donc la presse en même temps que moi. Je vais vous montrer le petit truc, un petit gadget qui est assez utile et que je me suis rendu compte que certains aiment bien. Donc, c'est qu'il y a une petite nouveauté avec les F-String. Je pense que vous connaissez déjà les F-String. Il y a une possibilité de faire du debug avec des F-Strings, de vous faciliter la vie. Je l'ai présenté justement en formation à certains stagiaires et j'ai eu des réactions qui étaient assez intéressantes. Je vais vous présenter le Walrus Operator et le principe des arguments exclusivement positionnels.
Alors allons-y, je vais vous commencer tout simplement donc avec cette histoire de débugger avec les f-strings. Vous allez voir que c'est un petit gadget tout simplissime, mais voilà. Donc, est-ce que vous avez bien tous ma fenêtre, donc je présume simplement d'un terminal. Donc, je vais vous présenter ça sur un IPython. Le principe des f-strings, vous savez, c'est simplement d'une chaîne de caractères. Si je commence à préparer en fait une variable, alors que ce soit une variable ou un retour de fonction, ou je vais utiliser le classique answer égale 42, j'ai ma variable. Je peux faire en fait un simple print. Un print myFstring en fait me permet, en préfixant avec un f ma chaîne de caractères, d'intégrer directement ma variable dans la chaîne de caractères, de cette manière-là. J'ai oublié la colle, excusez-moi. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire de manière classique. Je pense que pas mal d'entre vous, justement pour débugger des fois leur programme, s'amusent à faire des petits trucs du style faire un print de est-ce que j'ai la bonne variable, answer, est-ce que ça colle bien, ok, ça fait le job. Mixé avec la f-string, vous vous prenez peut-être la tête à vous dire, ok, ma variable, c'est égal à ça. Bon, ça c'était avant. Depuis Python 3.8, ils ont rajouté une petite subtilité qui est que si jamais vous écrivez la petite f-string comme ça et que vous rajoutez simplement le petit symbole égal juste derrière, et bien dans ce cas-là, vous avez automatiquement, si vous voulez, sur l'affichage, en fait, la donnée que vous, la variable ou l'appel de fonction que vous êtes en train de manipuler qui est automatiquement complété avec ma variable égale ceci. Mathieu, c'est un clap-clap parce que tu viens d'apprendre un truc, c'est ça? Allez, on peut poser la question. Qui vient d'apprendre un truc avec ça? Tu vois, ouais, génial. Voilà, ok. Donc, ok, je viens de voir les commentaires à côté. En effet, ça c'est honnêtement, je l'ai vu un petit peu au tréfonds, au fond des petites nouveautés. C'est un petit peu sympathique. Alors évidemment, ça se combine avec le reste, c'est-à-dire que vous savez que si vous voulez faire de la mise en forme, c'est pas intéressant. 20. Si vous voulez mettre de la mise en forme, vous pouvez remettre également toutes les mises en forme que vous avez avec f-string. Vous avez tout ce que vous aviez jusqu'ici. Voilà. Ça, c'est le petit truc qui mange pas de pain, qui peut être assez pratique. Alors, à côté du debug avec les f-strings, je vais vous parler également de ce fameux Walrus Operator. Alors, qu'est-ce qu'un Walrus Operator? Eh bien, en fait, Walrus en anglais, pour ceux qui parlent anglais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un morse, tout simplement. Pourquoi on appelle ça le Walrus Operator? C'est parce que justement, on va retrouver cet opérateur sous la tête du morse. Alors, je suis désolé de l'avoir casé là. Normalement, les points sont censés faire les yeux. Le égal est censé faire en fait les dents du morse. C'est un opérateur qui va nous permettre de simplifier cette écriture. L'opérateur en lui-même n'apporte pas spécifiquement des choses faramineuses, si vous voulez, au niveau du code que vous allez écrire. Il va vraiment, en fait, uniquement vous permettre de vous simplifier la vie. Excusez-moi, hop, j'avais un IDE à côté. Donc, en fait, il va me permettre de me simplifier la vie quand on va commencer, en fait, par exemple, à manipuler certaines données. Donc, je vais commencer simplement avec une collection. Ici, je me génère une liste j'utilise la completion list pour me générer une collection donc de 10 éléments, simplement pour avoir une collection qui va bien. Si vous voulez écrire du code qui va faire un test et faire quelque chose, normalement, ça peut se présenter de cette manière-ci. Vous avez votre condition. Si ma collection, par exemple, a une taille supérieure à 10, ici, ça ne va pas forcément être top, il y a 10 éléments, donc on va dire supérieur à 9, alors je veux faire quelque chose avec cet élément. Dans ce cas-là, vous l'écrivez de cette manière-ci. Là, cette écriture, moi, il y a une chose qui me gêne, c'est que vous avez deux appels à la même fonction. Vous avez le premier appel pour le test et le deuxième appel pour l'exploitation de la donnée. Dans le cas d'une fonction, en plus, pour peu que vous ayez une dépendance externe, vous pouvez potentiellement pas avoir la même valeur qui va être récupérée. Du coup, vous n'avez pas forcément le corps de la fonction qui va utiliser la donnée qui va correspondre à celle du test. Alors, vous allez me dire, du coup, on peut peut-être utiliser autre chose, en fait, qui est je vais déclarer en fait une variable avant et je vais travailler sur cette variable. Et bien en fait, le Walrus Operator, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous permettre de vous faciliter cette écriture. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire en fait la déclaration d'une variable
pour récupérer cette valeur dans un variable, puis le code où vous avez exploité cette variable, il va vous permettre en fait simplement de combiner les deux, c'est-à-dire en fait, je vais plutôt la réécrire complètement. Il va vous permettre en fait de combiner les deux en faisant une affectation au moment où vous faites le test. En fait, le Walrus Operator, c'est une affectation ici, vous voyez où vous faites à l'endroit où vous faites le test. En d'autres termes, ce que vous êtes en train de faire, c'est récupérer cette valeur, l'affecter à la variable et l'ensemble, en fait, le tester. Est-ce que, en effet, je suis, dans mon cas, supérieur à, je vais rester cohérent, supérieur à 9. Et le résultat, c'est que, wow, my collection, oui, bien sûr, si j'oublie l'underscore, ça ne va pas le faire. Et donc, voir si, vous voyez qu'en fait, finalement, c'est dans une seule instruction que vous exécutez l'ensemble. Alors, le résultat est exactement le même. À nouveau, j'ai pas de gain, si vous voulez, je n'ai pas de gain spécifique en fait à faire ça. C'est-à-dire, moi, je pensais qu'à un moment, je pourrais comme ça ne pas créer une variable si le test est faux, mais en fait, la variable est quand même créée. Il y a quand même une affectation qui va être faite, même si c'est pas même si le test après sera pas bon et que vous n'entrerez pas dans le corps du test. Mais en tout cas, ça permet de simplifier un peu cette écriture. Alors, des cas pratiques, honnêtement, j'en ai pas des masses. Moi, il y en a deux qui me plaisent bien. Il y en a un qui me plaît bien qui est en lien avec les expressions rationnelles. Donc, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup les expressions rationnelles, mais les expressions régulières, enfin les regex. Moi, une des manières dont je peux les écrire, c'est de cette manière-ci. C'est-à-dire que, en fait, je vais récupérer le résultat, par exemple, d'une recherche dans une variable. Et vous savez, le principe du regex, c'est que si jamais le search a trouvé un hit dans la chaîne de caractères, alors il vous crée un objet de type SREMatch. Sinon, il vous retourne none. Donc, l'idée en général, c'est que pour exploiter le retour du runner regex, vous récupérez le résultat du search dans une variable. Et si vous avez cette variable, donc que vous avez un objet de type SREMatch, et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir l'exploiter. Sinon, vous avez none, vous allez le sauter. Le principe en général, c'est que vous avez cet usage-là. Avec le Walrus Operator, ce que vous allez vous retrouver, c'est à simplifier cette écriture. Vous allez pouvoir directement faire dans le test. Je teste, j'exécute le SRE search et je le récupère directement dans la variable sur la même ligne plutôt que d'avoir quelque chose sur deux lignes différentes. C'est un exemple en fait pratique en fait qui est plus courant. Après, un autre exemple qui me plaît bien, c'est en utilisant le slicing. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur le slicing. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent le slicing, et pour cela, je vais commencer par me préparer en fait une jolie petite liste. On va rester dans le thème pythonesque en fait, avec des petits sacrés grâles en fait à base de chevalier de la table ronde. Si je me prépare une liste en fait comportant ici 6 éléments, 6 chaînes de caractères, vous connaissez le principe du slicing qui consiste donc à dire je vais prendre une sous-liste. Alors, petit rappel sur le slicing. Le slicing, c'est une écriture où vous avez le crochet et vous utilisez 2 points, vous avez à gauche des 2 points, en fait, l'indice de départ pour avoir une sous-liste, un extrait de la liste, et à droite, l'indice de fin. Si je fais un slicing qui va de 2 à 4, de 2 à 4, ce que je vais obtenir, en fait, c'est une sous-liste des éléments qui vont à partir de l'élément à l'indice 2, donc 0, 1, 2, Robin. J'ai l'élément 3, Galahad, et l'élément 4 est exclu. Pour rappel, les slicings sont des indices semi-ouverts. Alors, idem, petit rappel, Van Rossum avait entièrement souhaité que le slicing soit un ensemble semi-ouvert pour justement pouvoir faire des slices. Le principe, c'est que si je reprends Camelot et que je veux faire un premier groupe de 2 personnes, je peux partir du début jusqu'à une borne de 2. Là, j'ai ma première slice de 2 éléments. Et l'intérêt, c'est qu'à partir de là, si je veux le reste, l'autre slice qui contient le reste, eh bien l'intérêt, c'est que l'indice de début de mon deuxième slice, c'est l'indice de fin de l'élément précédent. Je n'ai pas de calcul bizarre à faire, comme on pourrait le faire que dans le cas des ensembles fermés, où j'ai mon indice de fin qui est un indice qui est l'élément est compris, et pour l'indice de début, il faut que je reprenne l'indice de fin, que j'incrémente de 1. Non, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est repartir en fait exactement de la même valeur pour avoir le reste de l'élément. Alors du coup, reprenons en fait notre Camelot. En fait, on est à Camelot. Arthur doit organiser des tours de garde de 2 personnes. Donc, on va se dire qu'on va préparer une team size de 2. Je peux préciser ce genre de données-là.
ce que je vais vouloir faire, c'est je vais être obligé de déclarer en fait une autre variable qui va être le début. Là, je ne peux pas commencer du début sans rien parce que je vais vouloir itérer sur ma collection. Je peux le commencer en fait donc à l'indice 0 et je vais être obligé donc de commencer à créer mon premier groupe qui va commencer du start jusqu'à de start à la team size. Je vais avoir mon premier team. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que tant que j'ai des gens en fait dans ma liste d'éléments, alors ce que je vais faire, c'est que je vais organiser les groupes suivants. Et donc, je vais pouvoir utiliser ça avec un while. Tant que j'ai une team, j'affiche la team. Ensuite, je réaffecte les éléments suivants, c'est-à-dire que je vais partir du start jusqu'à l'équivalent de team size. Ça ne va pas le faire, il faut que je le fasse avant ce truc-là. Donc, hop, je vais le mettre là, start. Le prochain start, c'est égal au start plus team size. Hop, et dans ce cas-là, je vais avoir, vous voyez, mes tours de garde qui vont s'organiser. OK, j'ai mes slices, chacune, slice de 2 éléments. OK, donc je me suis retrouvé en fait à avoir un premier groupe à déclarer et ensuite la boucle dans laquelle je vais déclarer tout le bazar. Et bien justement, l'intérêt, c'est qu'avec avec en fait le Walrus Operator, ce que je vais pouvoir faire, c'est de dire qu'en fait, tant que mon team, eh bien, mon Walrus Operator, je vais pouvoir le placer là, plus égal, et ben là, je vais pouvoir en fait simplifier l'écriture en me disant que c'est égal à Camelot de start, hop. Ça va pas aller au fait parce que je n'ai pas réinitialisé mon start, c'est pas grave, on va l'exécuter en 2 fois. Donc, tant que je vais faire ça, en fait, là, je vais avoir l'intégralité de mon groupe. À nouveau, il faudrait que je recommence juste mon start à 0. Et dans ce cas-là, j'ai à nouveau le groupe qui marche bien. Donc, je n'ai pas besoin de déclarer finalement cette variable en dehors de ce while. Je peux directement l'avoir l'intégralité dans la boucle while. Cette variable team, elle est présentée à ce niveau-là. J'affiche mon team, je peux incrémenter et je peux après passer à l'élément suivant. Après, je peux même vous faire le coup un petit peu plus poussé. Est-ce qu'on ne peut pas encore utiliser le Walrus Operator encore à un autre endroit dans cette sémantique-là? En fait, complètement. Ici, je récupère un élément. La dernière ligne est à supprimer. Celle-ci? Ouais, c'est pas impossible. Team est égal à Camelot. Oui, tout à fait. Ouais, tu as tout à fait raison. Hop, on va l'enlever. Ou pas. Ou pas. Merci Siri, c'est le blablac de faire la présentation grâce à un Mac. Tout à fait. Ça fait exactement le même job. Et en fait, à nouveau, ce que je voulais vous montrer, c'est que justement, en simplifiant de cette manière-ci, on peut le placer encore à un nouvel endroit. Je peux encore supprimer une ligne, mine de rien. Il me suffit simplement, en fait, le start ici que j'ai là, vous êtes bien d'accord que je vais pouvoir l'affecter également directement à une variable ici. Je vais pouvoir faire un start toc, Walrus Operator là aussi. Ça aussi, je peux la dégager. Et ce qui fait que tout est fait dans la première ligne. Hop. Et dans ce cas-là, pardon, excusez-moi, déjà, je vais le refaire avec mon start égale 0. Et par contre, oui, il faut juste garder une certaine priorité, c'est-à-dire que pour qu'on s'y retrouve, il faut mettre une parenthèse ici afin que le slicing s'y retrouve et je me retrouve exactement au même niveau. On se retrouve en fait à avoir ces particularités en fait de Python qui est d'essayer d'avoir une écriture concise. Le Walrus Operator sert vraiment à ça. Après, on peut poser une petite question et je vous inviterai à y répondre en fait à la fin de la présentation. Est-ce que vous jugez que c'est plus lisible ou pas? Moi personnellement, j'essaie toujours en fait d'essayer de privilégier la lisibilité plutôt qu'en fait d'essayer de faire de quelque chose d'extrêmement succinct. Est-ce que c'est plus lisible? Est-ce qu'on n'a encore pas l'habitude? Est-ce qu'en fait on veut se bouffer 10 lignes? Est-ce qu'on veut grouper ça comme ça? Je pense qu'en fait c'est un petit peu je pense qu'on va trouver ça en fait dans le temps en fait d'usage. Ok. Je commence à voir des petits, il y a des petits commentaires qui vont en effet. Alors, je vais me permettre juste de remonter sur ce petit truc-là à la maintenance par un junior bof. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont un petit peu spécifiques comme ça, vraiment des petits détails avancés de Python qui en effet nécessitent d'avoir une certaine connaissance du langage.
Évidemment, en ce qui me concerne, je vais essayer de pousser à apprenons le langage, essayons d'aller un petit peu plus loin dans le langage, mais on est bien d'accord qu'on va se retrouver avec la problématique de quel est le mix entre la lisibilité ou vraiment d'exploiter toutes les caractéristiques du langage. Alors, ça, c'était le Walrus Operator. Et donc, la motivation d'essayer de gagner un petit peu ce côté un petit peu plus succinct. Enfin, la dernière partie que je souhaite vous présenter ici, ça va être, je représente, en fait, juste histoire d'avoir la présentation qui va bien, ça va être la notion d'argument exclusivement positionnel. En Python, excusez-moi, vous devez avoir la conversation aussi et du coup, je ne vais pas pouvoir la dégager. Donc voilà, là, les arguments exclusivement positionnels. Alors, c'est une petite nouveauté, ça aussi, en Python 3, qui est très intéressante si on la met en fait en parallèle avec une autre nouveauté qu'on avait qui datait de bien avant, une nouveauté qu'on avait en Python 2. Alors, je vais me permettre de vous faire deux petits rappels à nouveau sur ce point-ci. Quand je définis une fonction, je l'aérerai peut-être un petit peu pour qu'on puisse s'y retrouver. Quand je définis une fonction, vous savez que vous définissez la fonction avec le nom de la fonction et entre parenthèses, vous précisez les paramètres. Juste pour rappeler une petite notion, vous avez en fait dans la fac de Python une petite précision. Print value, je vais le faire comme ça. Vous avez en fait dans la fac de Python précisé que value, ceci s'appelle un paramètre. Le paramètre, c'est le nom d'une entité qui va être attendue par une fonction. Techniquement, dans la fonction, ça va vous devenir la variable de la fonction. Quand vous appelez une fonction func et que vous passez 42, 42, c'est un argument. Value, c'est le paramètre de la fonction. 42, c'est l'argument de la fonction. Ça, c'est histoire de repréciser le vocabulaire. Vous savez également, je pense, qu'avec Python, vous pouvez passer un paramètre, enfin donc un argument, soit de manière positionnelle, c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait ici. Je suis en train de passer donc l'argument de manière positionnelle, ou alors vous pouvez le passer de manière value égale 42 de manière nommée. C'est-à-dire que vous pouvez nommer la valeur à laquelle vous affectez le paramètre. Vous pouvez nommer comme ça le paramètre auquel vous affectez l'argument. Du coup, on peut faire un truc qui n'est pas forcément conseillé, c'est de mixer dans tous les sens en fait le passage d'arguments. Mais c'est surtout que vous savez très bien qu'avec les arguments optionnels, c'est une manière en fait d'affecter l'argument spécifiquement un paramètre pour sauter les paramètres de manière positionnelle. OK. Ça, c'est l'usage classique que vous connaissez, je pense, de l'usage de ces arguments. En Python 3, pour être spécifique, c'était la PEP 3102 avait rajouté la notion de Keyword Only Argument. Le Keyword Only Argument, ça, c'était quelque chose que vous pouvez spécifier en rajoutant symbole étoile. Ça a peut-être aidé certains d'entre vous qui faisaient des helps sur les fonctions. Quand vous rajoutez le symbole étoile avant de spécifier un paramètre, alors, en fait, vous allez vous retrouver dans la situation où, si vous appelez la fonction, je me retrouve en fait en ayant une exception, tout simplement parce que cette fonction n'accepte plus d'arguments positionnels. Maintenant, les arguments que je dois lui passer doivent être spécifiquement nommés. Donc maintenant, pour appeler cette fonction, la seule et unique manière pour l'appeler, c'est en lui passant l'argument, en le nommant au paramètre auquel, func, désolé, en le passant en fait spécifiquement au paramètre de cette manière-ci. Ça, c'est quelque chose que nous avions depuis Python 3. Donc, la PEP 3102 date de 2006. Donc, c'était vraiment rajouté donc, finalement en Python 3, publié en 2008. Depuis la version 3.8, ils viennent de rajouter l'inverse, c'est-à-dire en fait la possibilité d'avoir des arguments strictement optionnels. L'argument strictement optionnel, c'est une notation inverse qui est qu'après un ensemble d'arguments, vous allez pouvoir rajouter en fait le symbole slash. Et dans ce cas-là, ce que vous êtes en train de spécifier, c'est que vous pouvez maintenant appeler cette fonction en passant un argument de manière positionnelle, mais vous ne pouvez plus passer un argument avec l'écriture keyword.
value égale 42 n'est plus possible, ce que vous pouviez le faire donc si vous ne mettez pas le slash. Alors du coup, vous êtes bien d'accord qu'on se retrouve avec quelque part un petit complément. Vous pouvez définir des arguments strictement positionnels et vous pouvez définir également des arguments strictement nommés, keyword only arguments. Alors là aussi, on va se retrouver avec la grande question, à quoi ça sert, pourquoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la doc, on trouve en fait la motivation qui est de se dire que en fait l'argument en question, ça donne la liberté de pouvoir ne pas figer un nom. Moi, il y a un cas que j'ai trouvé comme ça en fait. Alors en général, quand je fais des formations, je présente des fois des célèbres fonctions qui me permettent de créer des comptes bancaires. Et forcément, pour un compte bancaire, vous avez la possibilité, enfin, vous allez utiliser un paramètre que je vais appeler ID. Mais alors la blague, c'est que si j'utilise ID, vous savez très bien que ID, il y a une fonction qui s'appelle ID au niveau des fonctions built-in. Cette fonction, en fait, retourne un identifiant unique pour une valeur. Du coup, l'identifiant unique, pardon, d'une valeur que vous avez dans votre programme. Du coup, si je crée cette fonction-là, je me retrouve à avoir dans ma fonction un masquage de cette fonction, puisque maintenant, en fait, ID sera en fait le paramètre qui va référencer en fait un argument qui sera passé à une fonction. Donc l'intérêt, c'est que d'un autre côté, c'est que si je crée cette fonction-là, alors personne ne pourra en fait appeler cette fonction avec de la manière ID égale quelque chose. Et le jour où je me rendrai compte que potentiellement j'ai besoin maintenant de cette fonction-là de la fonction ID dans ma fonction createAccount, eh bien je pourrais en fait réécrire librement. Je vais vous montrer en fait ce que ça va faire. Je peux avoir une ligne dans laquelle j'appelle createAccount avec mon ID et je passe value. Je peux le passer de manière nommée. Allez, je vais créer un compte avec 200 000 euros, trop classe. C'est le seul moment où je peux me créer des comptes bancaires comme ça. Je peux en fait faire un appel de cette manière-ci. Et le jour où je me rends compte que j'ai besoin de cet ID, eh bien en fait, il me suffira de revenir ici, de modifier le nom de la variable. Et en fait, je viens de renommer ma fonction et mon code existant fonctionne sans aucun problème. Ça, c'est un premier usage que je trouve, qui est celui qui répond à ce qui a été documenté pour l'usage en fait de ces arguments strictement positionnels. En ce qui me concerne, j'en ai vu un petit deuxième. Alors, j'ai fait sur un exemple un petit peu capillotracté sur une fonction simple. L'idée, c'était de rester sur une fonction simple. Je me suis créé dans mon répertoire deux modules. J'ai un module que j'ai appelé banque, dans lequel j'ai un account avec un identifiant ID strictement positionnel. L'idée, c'est que je vais pouvoir utiliser en fait ce module en faisant par exemple un import bank as B, M comme module. Vous allez comprendre pourquoi. Et je peux appeler M account et en lui passant un ID, mon ID, hop, et peu importe, value égale 200. OK. Donc là, je fais bien appel en fait à ce module-là. Ça fonctionne bien, très bien. Le fait est que j'ai aussi, après, un autre besoin, finalement. Je me rends compte que, finalement, dans mon code, ce n'est pas exactement ce compte bancaire que je vais utiliser. J'ai j'ai un autre module. Par exemple, j'ai appelé Darklix parce que je veux lancer, en fait, mon Netflix à la française à mon nom. Et donc, je veux utiliser un compte dans lequel, en fait, un utilisateur pourra créer son compte, donc, avec son nom et avec une somme. Et bien, finalement, si j'utilise ici le même code dans lequel avant je pensais référencer son compte bancaire, maintenant son compte de fidélité, je vais pouvoir en fait avoir maintenant un import de manière dynamique. Vous savez que vous pouvez avec les alias Darklix, voilà, as M, vous pouvez en fait importer des modules différents et puis finalement les référencer par le même nom. Le duck typing fera que je vais pouvoir faire en fait exactement la même ligne qu'au-dessus. Je vais même aller la chercher. M.40 mon ID value 200 et je me retrouve en fait à pouvoir appeler des fonctions qui sont définies dans des modules différents que je vais importer de manière dynamique en utilisant donc justement la capacité le duck typing au niveau de l'import avec les alias pour finalement aller chercher donc ces deux fonctions qui sont différentes et surtout qui ont finalement l'argument strictement positionnel qui ont des noms différents parce qu'ils correspondent plus fonctionnellement en fait à cette fonction. Honnêtement, c'est l'usage le plus pratique que j'ai trouvé comparé à d'autres choses où il n'y a pas forcément de grosses révolutions sur ce truc-là.
Voilà, en fait, voilà voilà, sur les nouveautés principales et sur les usages. Je vous avais dit, c'est pas, il n'y a pas des tonnes et des tonnes. À nouveau, c'est surtout des petits trucs qui sont un petit peu pratiques, qui se veulent être pratiques. Et est-ce que ça vous sert? Est-ce que vous avez des idées? Je crois que c'est le moment où je peux justement vous proposer de ouvrir la conversation. Mathieu, si tu veux relibérer les blabla, voilà. Si vous avez des questions et tout ça. Je vois qu'il y a eu des discussions. Ouais. Cool. D'avoir des libres de fonctions avec le même nom, avec les mêmes paramètres optionnels, mais avec les paramètres nommés qui ont des noms différents parce que ça t'est plus pratique. J'essaie de trouver un exemple vaseux où ça marche. Ah non, excuse-moi. Oui, ce qui n'apparaît pas forcément, excuse-moi, c'est que oui, mais non, oui, ça marche dans mon exemple. Mais le truc, c'est que si jamais tu utilisais par exemple Darflix ici et que tu voulais te dire je vais utiliser name égal, ça t'évite que tu aies ce genre de choses-là. Excusez-moi, j'ai peut-être pas été très très clair là-dessus, mais ça évite que quelqu'un utilise de manière nommée ce paramètre sur lequel potentiellement je vais vouloir changer le nom. Oui, exactement. Donc si ça évite, voilà que exactement, tout à fait. Et en gros, si tu mets un slash en première position, tu ne fais que des arguments nommés. Je ne sais pas si non, tu n'obliges pas les arguments nommés. En fait, mettre un slash au début, c'est comme si tu n'en mettais pas du tout, en fait. Les autres arguments ne sont pas obligés d'être strictement nommés. Regarde, vous avez encore le partage de Python? Ouais. Là. Donc, en fait, le truc, c'est qu'avec le slash, les arguments qui sont à droite, tu peux les utiliser de manière nommée ou pas. Il n'y a que si jamais tu déclares, en fait, je vais aller chercher ma func, elle était plus haut, create account, par exemple. Create account, à gauche de l'anti-slash, il est strictement positionnel, à droite, il est normal. Si tu veux en fait avoir à gauche du strictement positionnel et à droite du strictement nommé, tu es obligé de mixer les deux de cette manière-là. Là, je suis obligé de dire NID de ne pas passer par nom et value, je suis obligé de dire value égale. Ça commence à remplir, hein, on est bien d'accord. Je ne sais pas, pareil, si on y gagne côté lisibilité sur la déclaration de la fonction. Ça veut dire que là, tu peux pas. Maintenant, create account, je suis obligé de passer donc, peu importe, ID c'est une chaîne de caractères, et je ne peux pas passer un entier comme ça. Maintenant, il est en train de me dire je ne prends qu'un argument positionnel, mais le deuxième value doit être passé en fait de manière nommée, de cette manière-ci. Parce que l'étoile, c'était le symbole qui faisait que ce qui était à droite était obligatoirement nommé, introduit depuis Python 3.0. Ouais, c'est en quoi l'étoile qui est apparu? Pardon? À quelle version il est apparu l'étoile? 3.0, il date de 2006. Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, est-ce que vous avez des questions, d'autres réactions, tout ça? Un peu, ouais. Ouais, en fait, ça nous rapproche. Alors oui, excusez-moi. L'idée, c'était aussi, j'avais lu dans la doc qu'il voulait se rapprocher aussi de certaines fonctions écrites en C. Alors, je suis pas suffisamment compétent en C pour voir exactement le détail en fait là-dessus, mais à nouveau où forcément vous avez pas la sémantique où vous faites de l'affectation par nommage de variables, en fait. Nommage de paramètres, excusez-moi. Moi, j'aime bien le Valrus, mais effectivement, quand il y en a plusieurs sur une même ligne, ça devient incompréhensible. Ouais. Alors, en plus, avec les slices où l'opérateur, c'est le 2 points, ça aide pas. Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'ai un peu poussé l'argument, enfin, j'ai un peu poussé l'exemple, hein, vous êtes bien d'accord. Après, n'oubliez pas qu'en fait, vous avez aussi une autre facilité en Python, c'est que si ça peut vous faciliter l'écriture du slice, le gros fainéant qui veut qui veut remonter sans avoir à écrire les trucs, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'écrire sur plusieurs lignes
certaines instructions. Je ne sais pas si on gagne spécialement en lisibilité, je ne sais pas si c'est la meilleure écriture dans ce sens-là, mais start égale 0. Hop. Mais voilà, c'est aussi une possibilité qui existe si ça peut permettre d'aérer. Moi, je pense que ce que je préférerais peut-être, c'est mettre le walrus, en fait, l'opérateur du slice à ce niveau-là. Peut-être, je sais pas. J'en sais rien. À l'usage, on verra. C'est ça. Je pense à nouveau que c'est des choses qui vont se voir à l'usage avec l'adaptation. Vous savez, c'est un petit peu comme les type-ins. Je ne sais pas si vous utilisez les type-ins, mais depuis leur apparition, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une certaine résistance en fait à leur usage. Et puis finalement, les gens ont commencé à les voir pratiques. Ils ont amélioré évidemment également l'usage des type-ins. Et finalement, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs. Donc là, est-ce qu'on va voir le même chose? J'en sais rien. Nouveau. Je suis pas là pour les vendre. Je suis là pour les présenter. Moi, je les vends. Moi, je suis pour. De quoi? Les typing. Oui. Mais là, ce que je viens de vous présenter sur les nouveautés de 3.8, à nouveau, je ne suis pas spécialement là pour vous convaincre qu'il faut absolument utiliser ça. Voilà, il y a des cas d'usage où ça peut être pratique. Moi, je pense que les arguments strictement positionnels, ça peut être intéressant si vous écrivez des libres. À l'usage du jour le jour, je ne suis pas persuadé. Le walrus, il y a des cas où ce sera intéressant pour éviter d'avoir une déclaration avant, en fait, et pour l'avoir dans la ligne. Peut-être pas forcé comme je viens de le faire sur l'exemple du slicing, mais voilà. Pour moi, je pense que c'est les cas d'usage. Ouais, moi, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai que la partie. Bon, après, c'est en plus, je pense qu'il y a aussi il faut aussi prendre ça comme un savoir. Et maintenant, quand on va avoir du code avec ces opérateurs-là, ben, on sera alerté. On saura, c'est du valeureux. À nouveau, par rapport à ce que je viens de voir, enfin, un petit peu avant, quand quelqu'un disait, en fait, à nouveau, le côté de la lisibilité, à nouveau, pour moi, je pense que l'idée, c'est, voilà, pareil, trop dur pour moi, je suis débutante, mais ça va progresser. En maintenance pour un junior bof, bien sûr. L'idée, c'est que quand même, voilà, essayer toujours, il y a plein de petites finesses, en fait, dans tous les langages, hein, il n'y a pas que Python qui est comme ça. Et donc, en fait, essayer d'expliquer aux gens que ça existe pour que on essaie de voir si ça peut être utile à certains endroits. Et au niveau du égal sur les f-strings, tu ne sais pas s'il y aura un backport? Je sais pas du tout. Pour être honnête, j'ai même découvert il y a vraiment pas longtemps ce truc. Et c'est vraiment funky. Ce serait vraiment bien. Et attends, quand tu pousses, en fait, def, funk, vous avez encore ouais, vous l'avez encore. Peu importe, up, return 42. Le fait est que quand tu fais ton f-string, alors je vais pas faire le print, hop, si tu fais ton f-funk égal, même ça, en fait, je veux dire, pardon, tac, 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 c'est la colla qui manquait. Même ça, en fait, vous voyez que c'est bien le nom de la fonction qui est rajouté. Donc, c'est vraiment le code que vous avez. Et même si vous voulez vous amuser à faire des trucs genre, alors oui, c'est déconseillé, mais même si vous avez du traitement là-dedans, vous voyez vraiment tout apparaître. Donc, c'est vraiment orienté debug, quoi. Sympa. Voilà. C'est marrant. On présente le walrus operator, on présente les arguments strictement positionnels et résultat, à quoi accrochent les gens, c'est au égal dans le f-string. Mais c'est bien, ça. On va la refaire comme ça, si tu... Alors, je vais me permettre, je vais me permettre de réagir sur le truc que tu dis. Je vais me permettre de réagir en fait sur la réaction d'avant en fait, Quentin, entouré de gens qui n'utilisent pas le debugger. Alors personnellement, je suis aussi quelqu'un qui essaie de limiter l'usage du debugger, évidemment l'usage des tests, tout ça en fait. Maintenant, il faut voir que quand on parle de debug, c'est pas exactement utiliser le debugger. L'idée, c'est que ça va vous permettre également même si vous avez des levées d'exception, des stack traces en fait à avoir, de pouvoir récupérer des valeurs, même les mettre dans des logs, en fait, plein de choses comme ça. Quand on parle de debug, c'est vraiment dans ce sens-là aussi. Vous voyez pas ça uniquement dans l'usage du debugger et pas non plus à l'usage classique que font les gens en fait à écrire le code de debug, vous savez, en fin de module, à vérifier que ça marche bien. On peut vraiment avoir un vrai usage. À nouveau, je prends par exemple le cas des logs, le warn error, en fait, pour récupérer les informations et stocker facilement cette variable-là avec ceci.
ça peut avoir ces usages-là. Ouais, puis l'intérêt des traces, c'est d'avoir aussi, c'est d'avoir quelque chose quand on est en prod, quoi. Tout à Le fait. debugger, c'est utilisé aussi dans la mise au point, quoi, ou dans la conception. On peut aussi regarder quand on a des problèmes je dirais, voilà, des choses qui sont un petit peu compliquées. Je crois que le debugger, ça existe, il faut l'utiliser, quoi. Je pense. En fonction du usage, je ne suis pas spécifiquement contre. En fait, ceux qui m'ont reconvaincu en fait, de l'indispensabilité du debugger, c'est quand j'ai commencé à approcher des gens qui font de l'embarqué ou finalement toutes les méthodes de test des gens qui font plutôt de l'informatique de gestion ne peuvent pas s'appliquer, en fait, tout simplement. Donc, oui, oui, il y a quand même des usages. Et c'est Voilà. quoi le problème du debugger? Moi, je comprends pas. Alors, en général, là, moi, personnellement, quand j'essaye de limiter l'usage du debugger, c'est que je le qualifie de manière sauvage au début pour dire que c'est de la perte de temps. Ouais, je sais, ça commence à être un peu cash direct. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens qui passent leur temps sur debugger, en fait, vous passez du temps à essayer d'explorer ce qui se passe, et ça, c'est du temps perdu, en fait, parce que si l'usage, c'est simplement d'utiliser le debugger, de trouver, ah, là, le problème, et je corrige, et puis basta, c'est un peu dommage. L'idée, ce serait vraiment d'utiliser le debugger, de dire, je ne suis pas certain de comment fonctionnait ça. Ah, OK, là, ça fonctionne comme ça. À côté, OK, pour vérifier que ça fonctionne comme ça, j'écris un test qui me permet que la prochaine fois, je n'aurai pas besoin de passer du temps pour le debugger. Là, pour moi, c'est du temps capitalisé. D'accord. Perdez Ouais, pas du temps à refaire plusieurs fois, en fait, l'exploration, en fait. C'est vraiment ça. ça, c'est un principe de base, c'est pas lié au debugger. Tout à fait. Exactement. Le debugger, enfin, pour moi, c'est un faux problème, quoi. Après, bon, chacun voit midi à sa porte. Tout à fait. Voilà. Écoute, Darko, en tous les cas, moi, merci pour cette présentation. J'en prie. Il y a d'autres pareils. Enfin, bon, il y a passé pas. Je pense pas que. Et comme ça, juste de mémoire, j'ai une question. C'était quoi les grandes nouveautés de la 3.7? Sauf erreur de ma part, pour moi, c'était avant tout les data classes. Data class, quoi, c'est ça. D'accord. Après, à nouveau, discussion de la pertinence de la data class versus le reste. C'est comment dire, oui, il y a un avantage sur les data classes, mais typiquement, ça a apporté quelque chose de gros, si tu veux, pour moi, en fait. Il y avait vraiment une possibilité d'évoluer vers comment ça s'appelle, de changer la manière d'écrire le code, notamment toutes les classes dites transporteurs de données, en fait. C'était assez pratique. Là, c'est vrai que autant les data classes, potentiellement, moi, en ce qui me concerne, je peux me dire, autant on trouve des usages. Les versions d'avant, quand vous aviez les F-strings, quand vous aviez les type-ins, justement, tu as dit toi-même, en fait, tu motives à utiliser les type-ins, on retrouve des trucs qui sont utilisés. Là, je viens de vous présenter des trucs. Le pire, c'est que celui qui risque d'être le plus utilisé, c'est le premier machin, là, c'est le string avec le égal à la fin, qui va me permettre de faciliter finalement certains affichages de certaines variables. C'est vrai que le walrus et les arguments strictement positionnels, je pense que ce sera un peu plus anecdotique. Ouais, c'est marrant. Je pense que les walrus, ça va être pas mal utilisé. À voir. Voilà, je vous en prie, merci pour tous ceux qui ont attendu. Je vais relancer ce qu'a dit Mathieu au début. Donc, s'il y en a qui ont des sujets en fait et tout ça, n'hésitez pas en fait à proposer. Essayons après cette première présentation, d'essayer de garder ces rencontres dynamiques en fait et d'essayer de les replacer. Donc, Mathieu, tu assures une suivante? Pour 2 semaines. Ah. On peut très bien, oui, Quentin et Jean-François, non mais très bonne proposition en fait. Bon, c'est vrai que
Allez se taper, attends. Bah, tu peux les libérer là, je pense aussi. Ouais. Ouais. Donc pour répondre, oui. Donc pour répondre pour l'histoire du test unitaire, suite à la formation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé à mettre ça en pratique et donc je découvre la chose et j'aimerais avoir plus de précision quoi, parce que quand j'avais fait, c'était pas évident. C'est pas évident parce que je suis dans un environnement qui est déjà écrit, où il n'y a pas de test unitaire, et moi, au milieu de tout ça, je commence à rajouter des tests unitaires. D'accord. Mais bon, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai vu qu'au-dessus, il y a un de nos collègues, Quentin, qui a commencé à dire qu'il faisait du TDD, donc pas besoin de vivre la vie avec ça. C'est intéressant, mais j'ai eu un cas, par exemple, cet après-midi, où j'ai fait mon code en même temps que le test unitaire en même temps que le code. Donc, je pense que c'est la bonne méthode. Mais j'ai été obligé de passer quand même par du debug, parce qu'il y avait une situation qui était que mon test unitaire marchait super bien, toutes les hypothèses que j'avais imaginées étaient bonnes, et quand j'ai lancé le test avec tout le flot de données qui devait arriver, il y avait un cas au milieu que je n'avais pas pensé. Et ça s'est planté rigoureusement. Et j'ai rajouté après dans la test unitaire. Mais donc je suppose qu'il doit y avoir des astuces pour éviter ce genre de phénomène. Donc c'est pour ça que je suis intéressé. Ok. Je pense que c'est le genre de sujet qui peut se faire sur plusieurs sujets. En fait, en effet, c'est toujours assez intéressant de représenter les libres, en fait, et en effet, après, enfin, de commencer par des trucs de base et après aller vers les choses un peu plus spécifiques. Je pense notamment qu'en effet, quand on a parlé de TDD, c'est des choses qui se rajoutent après, en fait, voilà, présenter certaines bases, présenter les libres, présenter peut-être ça peut, voilà. Mais en effet, pour répondre à la question, les bonnes pratiques pour essayer de récupérer, d'être exhaustif sur du code legacy quand vous n'avez pas la culture de test, j'ai pas de formule magique en ce qui me concerne. Comme okay. Bonsoir à tous. Bonne soirée.